Bonjour Cyril. Comment Ça va et non, toi? Oui, mais on a déjà vu comment ça. Jacques, parlons de laïcité. Une chronique que tu tenais absolument à faire. J'ai envie de te demander pourquoi. Étant donné le contexte actuel, politique, médiatique et social, c'est un peu... la laïcité est dans ta face. Elle est... En fait, rendons un petit peu de contexte. Actuellement, la laïcité est utilisée à tort et à travers, partout, dans tous les discours. C'est un vrai cube magie, elle est dans toutes les sauces. C'est un vrai cube magique. Ah oui, oui, dans toutes les sauces. Donc j'avais un peu envie de dire, ok, si on veut parler laïcité, on va essayer d'en parler un peu de manière, comment dire, pertinente. Ok. Donc... En parlant dans le contexte québécois Tout ou à le fait. contexte, par exemple, français aussi? On va être obligé de parler du contexte français également parce que le Québec et son obsession pour la France fait que actuellement la laïcité telle qu'elle est décrite est la laïcité utilisée comme le modèle français. Donc on est obligé de faire lien entre le modèle français parce qu'il y a différents modèles de laïcité. Et là je rentre un peu dans ma chronique. Il y a différents modèles de laïcité, mais le Québec a une obsession pour le modèle français. Donc si on veut parler de la laïcité telle qu'on essaye d'en parler actuellement au Québec, il faut parler également de la manière dont la laïcité est déployée en France. Alors on t'écoute. Alors comme je l'ai dit actuellement, la laïcité est dans toutes les sauces et dans toutes les bouches. C'est un vrai contexte politique, médiatique, social qui fait en sorte qu'on en entend parler constamment. Et j'ai envie de dire, on en entend parler de manière très peu pertinente et sans aucune définition. L'espace public est saturé autour de la laïcité. Ça a débuté avec la crise des accommodements, on l'a eu aussi avec la charte des valeurs, on l'a eu avec des cas mentionnant les immigrés, l'immigration et les réfugiés, le fameux test des valeurs. Et actuellement, on a ce fameux projet de loi qu'on a osé nommer projet de loi laïque. L'audace est totale, qui... Chose à laquelle d'emblée on sent que tu n'y crois pas. Ah bon? Non, je dis ça juste Comment comme t'as ça. deviné? Donc ce fameux projet de loi qui se dit laïque, qui souhaite interdire notamment le port de signes religieux dans certaines fonctions publiques. Notamment, spécifiquement, avec un espèce de ciblage sur les femmes qui portent le voile, ce qui n'est pas anodin. Donc comme j'ai dit actuellement, dans tout le discours qui entoure... Oui, soi-disant. Ça te semble anodin un peu. Parce que c'est... On en reparlera également. Donc, il y a deux tendances, j'ai envie de dire, qui marquent un peu l'utilisation de la laïcité dans tous les champs. C'est tout d'abord une absence de définition. Je suis assez choquée de voir à quel point on a le terme laïcité qui est utilisé absolument partout sans que personne ne prenne le temps de définir ce qu'ils entendent par laïcité, comme si c'était quelque chose que tout le monde s'entendait à propos de ce qui définit ou pas la laïcité. Et parallèlement, alors qu'on a cette utilisation de laïcité sans définition, il y a une forte tendance à ce que moi je considère comme du révisionnisme de l'histoire québécoise, avec un peu cette idée que la laïcité serait transversale à l'histoire québécoise depuis la Révolution tranquille, et que finalement on arrive presque vers la destinée du Québec qui serait de finir finalement cette fameuse modernité qui aurait commencé avec la Révolution tranquille, avec finalement achever cette laïcité qu'on essaye de mettre en place soi-disant depuis de nombreuses années. Donc moi j'appelle ça du révisionnisme de l'histoire québécoise et on verra un peu plus pourquoi. Le mot est très fort. Donc, pour donner un peu de contextualisation, en dépit du fait qu'on ait l'impression, d'après les discours, que la laïcité semble être quelque chose qu'on essaye de mettre en place depuis des décennies, la laïcité est entrée dans l'espace public québécois, dans les discours, en 2005-2006, c'est-à-dire avec la crise des accommodements raisonnables. Tout à fait. Avant les accommodements raisonnables, la laïcité... Non, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de cette idée qu'il faut installer une laïcité au Québec. Il n'y avait pas cette importance de la laïcité dans les discours parce que tout simplement, la laïcité est bien spécifique à des histoires et des contextes historiques, sociaux, économiques et politiques. Et au Québec, avec le développement autour des accommodements raisonnables notamment, il n'y avait jamais eu mention ni focus autour de cette laïcité. On va y revenir. Mais avec finalement cette controverse autour des accommodements, je répète, la controverse a commencé en 2006 avec des cas bien spécifiques qui ont été extrêmement médiatisés comme étant des accommodements qu'ils appelaient déraisonnables, c'est-à-dire des demandes bien individuelles, par exemple le port du kippan, je le prononce sûrement mal, le port du kirpan dans une école par un enfant, les vitres teintées du YMCA, la prière dans une cabane à sucre, également les programmes scolaires dans les écoles catholiques privées, donc des événements qui ont été montés en épingle dans le discours médiatique comme des exemples d'accommodements raisonnables qui seraient des accommodements dépeints dans les médias comme déraisonnables dans le sens où ce serait une menace pour la société québécoise entière parce que ce seraient des accommodements qui, parce que accordés, seraient une espèce de recul
sur les droits du Québec. On y reviendra. Donc après cette médiatisation autour des fameux accommodements déraisonnables, et je tiens à dire qu'avant 2006, au début des années 2000, les accommodements raisonnables, c'était quand même quelque chose qui n'était pas si connu du public. C'est quand même une très spécifique mesure dans la loi qui était extrêmement spécifique et précise et donc très peu connue finalement de la majorité. 2006, on a toute cette hystérie médiatique qui donc se fait autour des accommodements déraisonnables, avec cette idée qu'il y aurait un recul de la société québécoise face à la religion, et pas n'importe quelle religion, face aux religions des minoritaires. Donc cette idée que l'immigration a amené des communautés minoritaires qui seraient extra-religieuses, comparées à ce Québec qui est du coup dépeint comme areligieux, comme une espèce de Québec qui a dépassé la religion. Et donc ces minorités qui demandent des accommodements seraient une menace face aux avancées des droits de ce fameux Québec areligieux. Ok, donc il y a vraiment cette idée de construction finalement de l'ennemi de l'intérieur qui devient une menace. Pourquoi je dis que il y a eu une instrumentalisation de l'histoire québécoise, comme je l'ai dit, parce que déjà à la base, la laïcité ne fait pas partie de l'histoire québécoise telle qu'elle est dépeinte actuellement. Il faut vraiment comprendre actuellement, okay. Exactement, telle qu'elle est dépeinte actuellement, ça n'a rien à voir avec l'histoire québécoise. Il faut bien comprendre que, comme j'ai dit, il y a différents modèles de laïcité en fait, qui sont bien spécifiques aux histoires des pays. Québec étant le Québec, forcément le modèle qui les obsède, c'est le modèle français. Donc si vous voulez parler laïcité et parler laïcité française, il faut définir de quel modèle de laïcité on parle quand on parle de la laïcité française. Comme j'ai dit, il y a différents modèles, mais on va parler de celui de la France en particulier. Il faut bien comprendre que l'idée de base, l'idée, on va dire, principale de la laïcité française, bon, tout le monde dit la séparation de l'État et de la religion. Ça va plus loin que ça. La base de la laïcité française, c'est l'idée de protéger l'État du pouvoir de l'Église. C'est ça le cœur même de la laïcité française. Il faut protéger l'État. C'est pas seulement la séparation. C'est pas seulement la séparation. C'est vraiment l'idée que l'État doit être protégé du pouvoir de l'Église catholique. Okay. Parce qu'il faut comprendre l'histoire française. L'Église a été une puissance extraordinaire dans la création de la France. Je rappelle, la monarchie française. La fille aînée de l'Église. Exactement. Le roi avait le pouvoir de Dieu. La monarchie, c'était l'Église. L'Église, c'était la monarchie. Donc, ce qui signifie que la législation devait suivre les normes de l'Église. Ce qui signifie que le pouvoir de l'Église était littéralement l'institution de l'État. D'accord? Donc, quand on parle de laïcité française, on parle d'une laïcité qui s'est construite pour, on va dire, repousser le pouvoir de l'institution de l'Église. Heureusement qu'on est à la radio, les gens n'ont pas vu le geste, hein. Quand tu fais repousser. On repousse avec la main. Mais il faut bien comprendre d'ailleurs que... parce que on va faire un tout petit peu cours d'histoire. Parce qu'avant de la sociologie, désolé, j'ai une maîtrise en histoire. Donc ça me fait mal de voir tous ces gens utiliser la laïcité sans contexte historique. Donc on va faire un petit peu d'histoire. Il faut bien comprendre donc que quand on parle de laïcité, déjà, c'était une période où il y avait ce qu'on appelait la persécution religieuse. Parce que comme je l'ai dit, on a l'État qui est donc l'Église. Et donc, la religion du roi doit être la religion du pays. Ce qui signifie que pendant très longtemps, vous n'aviez pas le droit d'avoir une religion autre que celle du roi. D'accord? Donc, il y avait de la persécution religieuse, il y avait des morts. Et ça se situe entre catholiques et protestants. Ok? Les persécutions religieuses, c'était entre cathos et protestants. Bon, il faut faire attention à ne pas confondre, parce qu'énormément de gens confondent tolérance religieuse et laïcité. Non plus, ça n'a rien à voir. Encore moins lorsque vous prenez référence le modèle français. Parce que quand finalement on fait, en 1905, quand il y a finalement la loi de séparation entre l'Église et l'État, avant 1905, il y avait déjà eu l'autorisation pour les protestants d'avoir leur religion. Il y avait déjà la tolérance religieuse. D'accord? Il y a eu l'édit de Nantes. L'édit de Nantes a été ratifié, enfin a été récusé par Louis XIV. Puis on a redonné le droit aux protestants d'avoir leur religion. Donc il y a toute une histoire autour de ça. Donc il y a déjà tolérance. Il y a déjà tolérance au moment où arrive la séparation entre l'Église et l'État. Donc, c'est pas une question de tolérance. C'est vraiment une question de l'État veut s'émanciper du pouvoir de l'Église. Et donc, cette émancipation va passer par la laïcité qui se forme donc en 1905. Il faut bien comprendre que cette laïcité va se faire dans la violence. Ok? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'Église, elle a le pouvoir, c'est elle qui fait l'éducation. C'est elle qui fait l'éducation de la population, c'est elle qui fait les lois, etc. Ouais. Donc, quand on met en place la laïcité, quand on décroche les crucifix de toutes les institutions publiques, on envoie même les forces de l'ordre traîner les prêtres en dehors des écoles. Il y a des moines qui se sont enfuis de la France, qui sont venus au Québec, suite à cette séparation de l'Église et de l'État. D'accord? Ça va se faire extrêmement violemment envers l'Église, parce que l'idée, c'est, on veut que l'Église dégage du pouvoir de l'État. D'accord? Donc, l'État dit en gros, à partir de maintenant, je suis indépendant, dégage. C'est ça la laïcité française. OK? Il faut aussi bien comprendre qu'il y a une différence entre, du coup, parce que ça aussi, je l'entends constamment, il y a une différence entre sécularisation et laïcité. C'est pas la même chose. La sécularisation, c'est
presque naturellement, bon, on peut se disputer sur la notion, mais c'est finalement la population qui d'elle-même, petit à petit, quitte, on va dire, l'Église, quitte le fait religieux, sans l'intervention de l'État. De l'État ou d'une voilà, institution. la sécularisation, c'est ça. C'est quasiment ce qui s'est passé un peu aussi avec la Révolution tranquille. C'est pour ça qu'on l'appelle la Révolution tranquille. L'État, la laïcité, c'est vraiment l'État s'en mêle pour envoyer bouler l'institution de l'Église, qui est extrêmement, qui a beaucoup de pouvoir. D'accord? Il faut vraiment comprendre cette histoire de pouvoir. Parce que du coup, lorsque on revient, parce qu'il faut vraiment comprendre que l'État est en lutte avec l'Église, ok? Donc quand on revient dans le système québécois, qui est en train de brandir le modèle de la laïcité française comme un modèle qu'il faut suivre, déjà la première question qui se pose, c'est, ok, l'État veut donc prendre les armes contre quelle institution? De quelle institution religieuse a un pouvoir actuellement dans l'État québécois? Je te pose la question, Céline. Non, c'est parce que ça découlait, c'était logique. Pas le catholicisme, pas la chrétienté ou je sais pas, c'est pas ça, la religion catholique, non. Actuellement, le Québec est en train d'utiliser la laïcité française avec une espèce d'obsession envers les signes religieux spécifiques, par exemple à l'islam. L'islam n'a jamais eu de pouvoir dans l'État québécois, tout comme il n'y a jamais eu un pays occidental qui a été sous le pouvoir de l'institution de l'islam. Ça n'a rien à voir. C'est une histoire d'institution avec l'Église. Le pouvoir, il faut protéger l'État. Et pourquoi je dis qu'il y a deux modèles? Parce qu'il y a un modèle qui est un peu plus britannique, où il faut protéger en fait l'État, il faut protéger la religion du pouvoir de l'État. C'est un peu plus spécifique, mais en gros c'est l'inverse. C'est genre l'État a tellement de pouvoir qu'il peut se mettre à persécuter et donc il faut protéger l'Église. Bon, il faut aussi, c'est un peu plus, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est différent. Mais en gros, il y en a beaucoup qui vont, la Révolution tranquille et la Révolution française, ça n'a rien à voir non plus. Il ne faut pas faire des espèces d'amalgames entre les deux. La Révolution tranquille, les années 60, on rentre dans le mythe de la grande noirceur. Oui, il y a eu une différenciation. Par exemple, on a sorti l'église des hôpitaux et on a sorti l'église de l'éducation. Mais on parle des années 60. La sécularisation est déjà bien entamée. C'est pas du tout le même type de pouvoir qui est là. Et en dépit du fait qu'il y a cette espèce de réécriture de l'histoire québécoise comme quoi on a eu cette espèce de séparation force, d'une grande force entre l'Église et l'État qui en fait était plutôt déjà bien entamée avant les années 60. Il faut aussi comprendre que le Québec n'a jamais eu ce besoin de l'État de prendre les armes contre l'Église et donc n'a jamais essayé de mettre en place un modèle de laïcité. Ce qui veut dire qu'actuellement, en dépit de ce mythe de décrire le Québec comme art religieux, le Québec est encore, il est encore extrêmement religieux. Parce que la religion, notamment lorsqu'on parle de communautés francophones au Canada, la religion est littéralement l'ADN de ce qui a créé et permis la nation québécoise. C'est le patrimoine. J'ai jamais vu une ville avec autant d'églises. Enfin, je veux dire, à un moment, il y a encore le crucifix à l'Assemblée. Mais ça, ce sont des détails. On l'a retiré il y a quelques jours. On a changé de pièce. Retiré, oui, exactement. Mais ça, ce sont encore des détails, mais c'est pour vous montrer à quel point l'identité québécoise est empreinte de cet ADN de l'Église. Donc, si on veut parler laïcité française, on le place dans un contexte qui n'a rien à voir, qui n'a pas rapport avec un espèce de révisionnisme historique qui ne fait pas sens. Donc maintenant que vous avez eu ce contexte, il faut aussi comprendre que, comme je l'ai dit, il y a cette espèce d'utilisation de la laïcité pour dire il faut que les individus deviennent laïcs. Là encore, c'est une complète méconception de la laïcité. La laïcité, ce n'est pas les individus. Les individus ne peuvent pas être laïcs. C'est l'État qui est laïque, c'est l'institution qui est laïque. Exactement. Et l'idée de la laïcité, ce n'est pas imposer une espèce de contrôle de l'espace public où on veut neutraliser tous les signes religieux, c'est pas ça. L'idée de la laïcité, c'est l'État doit être neutre dans le sens qu'il ne doit pas promouvoir une religion, tout comme il ne doit pas s'opposer à des religions. Cette idée de neutralité est dans les deux sens. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas renforcer une religion, tout comme vous ne pouvez pas protéger une religion. C'est dans les deux en même temps. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on utilise c'est qu'on utilise la laïcité de manière extrêmement hypocrite pour légaliser une discrimination qui ne rentre pas dans le concept de la laïcité. C'est pour ça que lorsqu'on utilise un projet de loi pour bannir des signes religieux, en utilisant le mot laïcité, non seulement c'est hypocrite, c'est un contresens total. C'est un exactement. Et c'est exactement le mécanisme du nous contre eux. C'est cette idée et il faut comprendre, on est en train d'essayer d'utiliser la laïcité comme disant oui, ça rentre dans notre histoire globale. Ce qui rentre dans l'histoire globale, c'est de vouloir faire une identité occidentale en opposition avec l'islam. Ça,
c'est une histoire nationale, globale, occidentale. Parce que je le rappelle, l'Occident, ça date pas d'hier, les croisades, l'Occident s'est créé en opposition avec ce qu'ils ont appelé l'Orient. L'Occident, l'histoire occidentale s'est créée en entrant en guerre contre l'islam, avec cette idée de croisade, avec cette idée de, ils représentent la barbarie, ils sont le recul de la science, etc. Oh, la Turquie est le Exactement. centre de cette... Donc ce sont les mêmes mécanismes qui sont, comme j'ai dit, il faut vraiment regarder, il faut garder un regard global sur l'histoire pour comprendre les mécanismes actuels. Ce sont les mêmes mécanismes qui sont récupérés encore et encore pour répéter finalement l'histoire. La guerre contre le terrorisme, ce sont les mêmes mécanismes qu'on avait contre la guerre lorsqu'on faisait les croisades. C'est la même idée de sauvage, barbare qui représente une menace contre l'Occident, qui représente une menace contre les droits. Autre chose que je trouve extrêmement choquant dans l'utilisation de la laïcité, c'est cette idée la laïcité serait une manière de protéger les droits des femmes. Et ça, c'est très présent dans le modèle français et c'est en train de rentrer dans les discours ici. C'est cette idée que finalement, l'islam serait une menace supplémentaire sur les droits des femmes. C'est ce que la France a utilisé pour dire les profs et les étudiants n'ont pas le droit de porter le voile pour ne pas convertir de force les jeunes filles. Donc cette idée de leur retirer toute agentivité. Encore une fois, c'est cette idée de laïcité qui protège les droits des femmes, c'est un complet contresens historique total. Au contraire, lorsqu'on a mis en place la laïcité, les femmes ont perdu des droits et des pouvoirs parce que à partir du moment où on a séparé l'État et l'Église, on a renforcé la position des femmes à la maison parce que ce sont les femmes qui ont le plus perdu de pouvoir parce que les religieuses, etc. avaient certains pouvoirs. Lorsqu'on a séparé les deux, il y a eu un renforcement. C'est pas pour rien si au Québec, après la Révolution tranquille dans les années 60, c'est dans les années 70 que le mouvement féministe va bondir. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a le plus de recul dans les droits des femmes. Au moment de la Révolution tranquille, c'est pas la Révolution tranquille qui va faire que les femmes n'ont pas de droits, mais ça va renforcer cette tendance-là. Donc lorsqu'on regarde l'histoire québécoise ou l'histoire française, oser dire que la laïcité va permettre de défendre les droits des femmes, c'est complètement... Historiquement, ça fait pas sens. Ça fait pas sens et c'est vraiment prendre la population pour des imbéciles. Enfin, passons. Ensuite... C'est le nouveau mot, là, passons. Passons. Faut aussi comprendre que ce sont les mêmes mécanismes, encore une fois, on utilise une minorité parce que je rappelle, les musulmans et les musulmanes de Québec, c'est 3,1%, on le dit pas assez. Oui, la semaine dernière voilà. Chronique, tu as sorti les chiffres. On utilise les mêmes mécanismes, en anglais on dit overness, c'est-à-dire faire renforcer la position de l'autre, donc la déshumanisation de l'autre, pour faire en sorte qu'on ait, la déshumanisation de l'empathie. L'idée qu'il faut empêcher ces personnes-là, qui seraient dans des positions de coercition. De soumission. Non, l'idée qu'on va cibler certains emplois qui auraient, par exemple, les juges, les personnes dans les prisons, les enseignants, parce qu'ils auraient un pouvoir de coercition. Avec cette idée que s'ils portent le voile, ce sont des personnes qui, du coup, représentent une menace dans leur corps. C'est ça le mécanisme qu'on est en train de créer au sein de la population, c'est de dire, les personnes qui portent le voile et qui auraient du pouvoir, on ne peut pas leur faire confiance. On est en train de faire de ces personnes-là nos ennemis on est en train de construire l'ennemi de l'intérieur. C'est-à-dire, l'idée qu'il y a derrière cette loi, c'est qu'il faut empêcher les personnes qui ne font pas partie de notre religion catholique, quand je dis notre religion, je ne fais pas partie de cette religion, mais qui ne font pas partie de la religion majoritaire, d'obtenir du pouvoir. Parce que s'ils obtiennent du pouvoir, ça devient une menace. C'est ça l'idée pernicieuse derrière cette loi, qui est le même mécanisme donc de diabolisation de l'autre, de faire en sorte que l'autre soit la menace de l'extérieur, de faire en sorte que l'autre soit déshumanisé. Et j'oublie encore, et Dalila en avait parlé, on fait en sorte que l'autre ne reçoive même plus d'empathie. Parce que je suis obligée de le remettre en contexte. Ce projet de loi est arrivé, 2 semaines après l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, d'accord? Qui a mentionné Bissonnette. Au moment de cette tuerie. Cette loi arrive alors à quelques semaines après la fin du procès de Bissonnette, alors que les médias ont diabolisé les familles des victimes. Les médias ont fait en sorte, on les ont dépeints comme des personnes qui ne comprennent pas le système de justice, qui demandent la loi du talion œil pour œil, dent pour dent. On en est arrivé à un point, on n'a même plus d'empathie envers des familles qui ont perdu dans les pires une attaque qui ne fait pas sens, juste de la haine. Ils ont perdu des membres de leur famille, ils ont perdu des êtres chers. 2 semaines après, le Québec dépose cette loi. 1 semaine après, on a un projet de loi pour interdire de dire que le Québec puisse être xénophobe, raciste ou islamophobe. Et vous voyez, on est obligé de faire le lien quand je vous dis que ce sont toujours les mêmes mécanismes. Tout le monde hurlait à la censure lorsqu'on parlait de slaves. Vous voulez parler de censure? Ça, c'est de la censure. Un projet de loi qui empêche de dire que le Québec soit islamophobe, raciste ou xénophobe, c'est de la censure. Parce que la censure, c'est avoir le pouvoir
de limiter le droit de parole. Qui a le pouvoir si ce n'est la législation et le pouvoir législatif? Ils ont le pouvoir de mettre en place une censure. Ce même pouvoir qui est en train de diminuer le droit d'une minorité. Et c'est ça le plus pernicieux de cette loi, c'est que c'est de la discrimination qui va être légalisée. Et c'est extrêmement choquant qu'on soit en train de prendre ce chemin-là pour un projet de société qui est apparu en 2006. La laïcité québécoise, c'est apparu en 2006. On va en reparler dans 5 ans de toute exactement, façon. Après que les médias aient monté en épingle ce qu'ils appellent des accommodements déraisonnables, entre guillemets le déraisonnable, alors que les accommodements raisonnables, et je suis obligée de le répéter, la grosse majorité qui les demande, ce sont des Québécois de souche et ce sont des protestants. Vous voyez à quel point les mécanismes de construction de la différenciation font en sorte de créer des mécanismes de discrimination, font en sorte de créer ces fameux ennemis de l'intérieur qu'après on donne le droit et la législation, le pouvoir, la légitimité d'attaquer pour créer cette identité québécoise. C'est extrêmement pernicieux. Donc j'étais obligée de revenir sur... Et encore, j'ai l'impression que j'ai pas donné la moitié de ce que je voulais dire, mais il fallait que je vous donne les bases. La laïcité telle qu'elle est utilisée actuellement est utilisée de manière de contresens, ahistorique, ne fait aucun sens avec l'histoire québécoise, ne fait aucun sens avec le projet de société québécois. Faites attention lorsque vous lisez sur la laïcité, cherchez. Jade, je ne peux m'empêcher de te poser la question. Tu as beaucoup parlé de l'islam, tu as parlé des femmes voilées, mais ce projet de loi ne s'adresse pas seulement, quand je dis ne s'adresse pas, j'essaye de vouloir jouer à la personne très objective, mais qu'est-ce que tu fais des juifs et de la kippa? Qu'est-ce que tu fais des hindous avec le kirpan? Eux aussi. Ils vont être englobés par ce projet de loi. Voilà, mais on le sait aussi, le mécanisme de base de cette loi, c'était de viser le voile. Et après, ils ont englobé d'autres signes religieux, tout comme lorsqu'on a commencé, tout comme le fait qu'ils aient accepté de retirer la croix. À la base, ça a été vu comme, on va faire un compromis, puisque tout d'un coup, parce qu'à la base, la loi ne prévoyait absolument pas d'enlever cette croix. Donc, il faut bien comprendre que l'idée, s'il y avait une loi en disant on va cibler les signes religieux, techniquement, on n'aurait pas eu à dire, qu'est-ce qui se passe par rapport à la croix? Qu'est-ce qui se passe par rapport à on a été obligé de dire, parce que tous les discours ciblaient le voile, à la base, les discours politiques, jusqu'à ce qu'ils englobent les autres signes religieux et qu'ils finissent par dire, ok, on va en tirer le crucifix comme un compromis. Ça a été vu comme un compromis. D'un autre côté, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas mettre sous un même pied d'égalité crucifix, kippa ou voile. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que le crucifix de l'Assemblée, là, c'est un objet qu'on peut déplacer. D'accord? Ce n'est pas comment expliquer? Ce n'est pas un signe religieux qu'on porte individuellement, sauf si on l'a autour du cou dans une petite croix. Qui, je rappelle, selon la loi, ne pose pas problème. La petite croix autour du cou, etc. C'est pour ça qu'aussi c'est une loi qui est spécifique, c'est que ça permet de maintenir la religion majoritaire. Et encore, il a fallu convaincre la population de déplacer cette croix. Hein, parce qu'il y a un an, 57% étaient OK pour maintenir la croix dans l'Assemblée nationale. Parce que je rappelle, voilà pourquoi on ne peut pas dire que le Québec ait eu un projet de laïcité. Si vous n'avez pas une nation avec un projet de laïcité, si votre population, à près de 60%, est OK pour le crucifix dans l'Assemblée nationale. Bon, on parle d'individus qui vont avoir un impact sur leur manière de vivre et le déplacement d'un objet qu'on peut mettre en musée. Et ils sont en train de dire, OK, on va faire un compromis, on abandonne cette croix de l'Assemblée, on la déplace en musée, puis vous, avec l'impact que cela a sur l'individuel, vous allez devoir renoncer à vos carrières, vos projets de vie, les études que vous êtes en train de mener, l'immigration que peut-être vous venez de faire, les rêves de vos enfants. Et ça n'a rien à voir. Le compromis ne fait même pas sens. Merci beaucoup, Jade. J'espère que les gens ont suivi et vont suivre encore avec beaucoup d'attention cette chronique-là où tu as mis en avant des éléments historiques. C'est surtout l'aspect vraiment historique que j'ai trouvé pertinent là-dedans. Et ça va, t'inquiète pas, on va t'inviter dans les grands estrades pour parler de ça. Et, non, je le souhaite. Non, il faut justement que tu expliques ça. Non, c'est un aspect, on n'a pas le temps de développer ce genre de choses. Le ministre, il arrive, il dit, la population québécoise nous a élus pour ça. Et donc, tout le monde dit oui, c'est le cas. La menace, le fait qu'il soit prêt à utiliser la dérogation. La clause dérogatoire, là, pour dire que voilà, on va. C'est politique, c'est tout ce qu'on veut, mais bon, voilà. On espère que ça va rentrer. Merci, Jade. Tiens, je te raccompagne en musique. Une musique.